Donc l'idée de cette conférence, c'est de pouvoir vous donner des clés, des tips pour optimiser votre recherche d'emploi. La façon dont on va procéder, je vais déjà vous donner dans un premier temps quelques éléments, quelques billes, quelques chiffres, hein, je dirais, sur aujourd'hui le marché de l'emploi relatif aux seniors. Ensuite, on passera en revue, alors ça va être assez condensé, je dirais, quelques outils, quelques supports indispensables de façon à optimiser et booster votre recherche d'emploi. On finira et on enchaînera ensuite en évoquant le marché caché et l'exercice de l'entretien qui n'est pas toujours simple à appréhender. Et enfin, on conclura notamment en enchaînant par un jeu de questions-réponses dont je tâcherai de répondre au mieux à l'intégralité des questions que vous pouvez avoir. Parfait. Alors, si ça vous va, on va démarrer. Bonjour. Nicolas, excusez-moi. Bonjour. Oui. Je suis Fabienne. J'avais des petits soucis de son. Simplement, je n'ai pas entendu si vous disiez qu'on allait recevoir la présentation. Alors oui, je peux vous la transmettre. Je peux la transmettre. Je peux d'ailleurs éventuellement à ceux qui le désiraient, à la fois la transmettre à l'association, pardonnez-moi, mais à la fois la transmettre éventuellement aux participants s'ils le souhaitent. À la fin de la présentation, je laisserai bien évidemment. Juste pour votre information, nous allons avoir les supports la semaine prochaine des conférences. D'accord, très bien. Les intervenus qui l'acceptent, bien sûr. Voilà. Bon, merci. Eh bien, écoutez, j'ai eu l'information ce matin. Au revoir. Merci. Bon, super, merci. Merci. Eh ben, je vous en prie. Donc, l'idée sera ensuite de conclure, comme je le disais, par un jeu de questions-réponses, pardonnez-moi, et puis je tâcherai au mieux de répondre à l'intégralité de vos questions. Voilà. Alors, en France, on est considéré comme senior à partir de. Mais... Allô? Oui. Oui, vous m'entendez? Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, au revoir. Vous pouvez couper votre micro, madame, s'il vous plaît. Alors, est-ce que tout le monde pourrait couper son micro, s'il vous plaît? D'accord. Alors, attendez, pardonnez-moi, je vais le faire en live. Excusez-moi. Hop. Ok, je pense que ça devrait être bon. Excusez-moi, monsieur, il y a quelqu'un qui enregistre, c'est vous? Ah oui, c'est moi qui enregistre, tout à fait, madame. Alors, j'enregistre de façon à ce que la conférence soit accessible à l'association et à disposition, bien évidemment, du public et éventuellement des gens qui n'auraient pas pu y assister, à travers un replay, notamment. Donc, j'en étais à l'intro. L'idée, c'est de vous donner quelques éléments. Donc, en France, on est considéré comme senior à partir de 50 ans. Et la recherche d'emploi pour les seniors, elle s'avère. On ne voit plus votre présentation. Désolé, Nicolas. Je vous en prie. Alors. Merci. Est-ce que vous la voyez? Parfait. Oui. Alors donc, en France, on est considéré comme senior à partir de 50 ans. La recherche d'emploi pour les seniors, elle s'avère être un véritable défi. Pour vous donner un ordre d'idée, le taux d'emploi des seniors et des 55-64 ans, il se situe aux alentours de 56%. Et le chiffre baisse drastiquement quand on passe la barre de 59 ans. Donc, sachant que pour le reste de l'Union européenne, on avoisine les 60%. Donc la France, va-t-on dire, est un peu en queue de peloton. Pourtant, en France, le taux de chômage, il est de 7,4%.
En tout cas, c'était les chiffres du troisième trimestre 2022. Et il faut savoir que ce taux de chômage, il est encore plus bas concernant les populations de cadres, puisqu'ils avoisinent les 3%. Alors moi, ce qui m'a frappé, le pourquoi justement de cette conférence, c'est qu'on est dans une situation paradoxale. En effet, la majorité des entreprises évoquent des difficultés de recrutement. Vous avez aujourd'hui entre 8 et 9 entreprises sur 10 qui vont vous dire qu'elles n'arrivent pas à recruter. Et on va même jusqu'à parler de guerre des talents, et cela à tous les étages. Et d'un autre côté, on a des populations de cadres seniors qui finalement restent sur la touche. Et donc, c'est en partant de ce constat-là que je me suis dit que voilà, qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il fallait que je prenne à bras le corps en partie, je dirais, ce sujet de façon à je dirais, à inverser la tendance. Il faut savoir que vous avez à peu près entre 7 et 8 candidats sur 10 qu'ils se disent rejetés ou discriminés uniquement sur des critères d'âge. Donc c'est quand même un chiffre qui est relativement élevé et qui, moi, très clairement, m'interpelle. La situation, elle est d'autant plus paradoxale qu'à l'horizon 2030, c'est-à-dire d'ici finalement 5-7 ans, un quart de la population active aura plus de 50 ans. Pourquoi les seniors se retrouvent dans cette situation? La plupart du temps, je vais faire une généralité, mais la plupart du temps, finalement, cette situation de recherche d'emploi pour les seniors est une situation qui est subie et qui va être la conséquence d'une rupture de contrat à l'initiative généralement de l'employeur. Donc c'est une situation qui est généralement subie et ce deuil de l'emploi perdu peut être vécu, je dirais, comme un drame ou une sorte de traumatisme pour des cadres qui peuvent être notamment dans leur société depuis un certain temps. Il y a un certain nombre, et on ne va pas se le cacher, de stéréotypes quant à l'emploi des seniors. Alors moi, j'en ai identifié un certain nombre qui peuvent être liés à la compétence, liés à une santé qui pourrait être plus fragile, liés à des difficultés d'intégration, ou encore liés à des rémunérations trop élevées, à un manque d'adaptabilité quant à de nouvelles organisations du travail. Et je pense notamment au cadre au travail hybride. Pour me présenter en 2 mots, donc moi je suis donc Nicolas Martelly, je suis papa de 2 enfants, je suis fan de running et de moments conviviaux. Cela fait aujourd'hui pas loin de 16 ans que j'évolue dans le recrutement. J'ai pu travailler au sein de grands noms du recrutement, donc des grands noms anglo-saxons, mais au sein aussi de structures à taille humaine. J'ai une connaissance de différents environnements sectoriels ou métiers, que ce soit des environnements tels que la construction, l'ingénierie, l'industrie, les achats, la supply ou encore le transport. Mon leitmotiv, donc je vous l'ai indiqué en haut, alors j'aime l'idée de se dépasser, d'être ambitieux et avec pour projet d'apporter de la valeur à un maximum de candidats et un maximum de personnes. Alors, je vous ai remis quelques statistiques parce que c'est vrai que c'est des données qui m'ont assez frappantes, sachant que aujourd'hui, si on prend la population des plus de 55 ans, ils restent en moyenne 2 fois plus longtemps en recherche d'emploi que les cadres moins expérimentés, va-t-on dire. Donc on est sur une moyenne d'à peu près 350 jours pour un cadre de moins de 55 ans et de plus de 700 jours pour un cadre ayant plus de 55 ans. Pourtant, on a quand même en France un certain nombre de dispositifs favorisant l'emploi des seniors. C'est le cas du contrat de génération, c'est le cas du CDD senior, c'est le cas du CDI inclusion. Aujourd'hui, on parle même de quotas. L'objectif étant d'avoir des mesures incitatives, voire coercitives, pour favoriser l'emploi des seniors. Et ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que le gouvernement, notamment en ce moment, étudie et envisage très sérieusement le report de l'âge légal du départ à la retraite, puisqu'on va passer de 62 à 64 ans.
voire on parle même d'un âge de départ à la retraite à 64 ans à l'horizon 2030-2031. Donc moi, je suis convaincu que ces mesures incitatives, pardonnez-moi, je suis convaincu que ces mesures incitatives, voire coercitives, elles n'auront qu'un peu d'impact. Et que selon moi, la seule façon d'inverser cette tendance est de venir casser ces stéréotypes que je vous ai remis là, et finalement d'appréhender la recherche d'emploi sous un autre angle. Et finalement de s'inscrire un peu dans une logique de vente. Je crois beaucoup au fait de se vendre, de se marketer au mieux. Je crois que l'entretien, la recherche d'emploi, je l'assimile souvent à la notion de prospection, de développement commercial. Et donc, je suis persuadé qu'en ayant quelques clés, on peut arriver à casser à minima ces stéréotypes. La question à se poser avant d'apprendre sa recherche d'emploi, c'est quelle est ma valeur ajoutée, qu'est-ce que je peux apporter globalement. C'est vraiment ce logiciel-là qu'il faut avoir en tête et vraiment être sur ce changement de paradigme. Alors, je vous ai mis une citation d'un écrivain américain qui, moi, me parle beaucoup, en tout cas qui m'inspire tous les jours. Qui est la suivante: on ne peut pas changer tout ce que l'on affronte, mais rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte pas. Donc des stéréotypes, il y en aura toujours, que ce soit sur l'âge, sur la localisation, sur la présentation, enfin, il y en a tout un tas et de toute façon, on ne pourra rien y faire. La nature est ainsi faite. Néanmoins, je suis persuadé qu'en étant un tout petit peu outillé, on peut venir casser cela. Pour cela, on va d'abord se focaliser et passer en revue un outil qui, moi, en tout cas, me parle beaucoup, qui me semble plus qu'important, en l'occurrence, c'est le pitch. Alors, je ne sais pas si vous avez dû certainement en entendre parler, mais c'est un outil que je qualifierais de puissant, d'incontournable et d'indispensable. Alors le pitch, d'où est-ce que ça vient? En fait, ça vient du monde cinématographique. Initialement, pitcher un film, l'expression pitcher un film voulait dire présenter un film en quelques mots pour donner aux futurs spectateurs l'envie de tout simplement d'aller le voir dans les écrans noirs. Et en fait, appliqué à la recherche d'emploi, le pitch va consister à convaincre finalement votre interlocuteur, le recruteur, qu'il soit en entreprise directement ou qu'il soit un cabinet, de lui donner envie de poursuivre les échanges avec vous. On va parler, j'ai pris la durée moyenne de 30 secondes. Pourquoi? Parce qu'on fait souvent référence au pitch elevator. En effet, aux États-Unis, l'objectif, c'était d'être en capacité de se présenter le temps de monter un ascenseur, le temps de monter 5 étages d'un ascenseur et de donner envie à son interlocuteur de pouvoir poursuivre les discussions. Ce pitch, quand est-ce qu'on va l'utiliser? Finalement, on peut l'utiliser tout le temps, mais néanmoins, on va l'utiliser lors d'un premier contact téléphonique. Vous recevez l'appel d'un recruteur, qu'il soit en entreprise ou qu'il soit un cabinet. Quand bien même ce contact est bref, l'objectif va être d'être le plus concis, le plus précis possible pour lui donner envie justement d'en savoir plus sur vous. Vous pouvez aussi l'utiliser en présentiel, que ce soit lors d'un job dating, d'un forum emploi ou lors d'un salon professionnel. C'est un outil qui est hyper puissant et qui, à la fin, doit vous permettre finalement, ou doit susciter l'intérêt de votre interlocuteur pour lui permettre de lui donner envie, de poursuivre les échanges avec vous. Alors comment je vais le structurer? C'est pas simple. Je vous ai mis 2 items qui, moi, me semblent importants. Le premier élément pour le structurer, sachant que finalement, résumer 10, 20, 30 ans de carrière professionnelle en 30 secondes, ce n'est pas aisé. Donc, l'idée, c'est déjà de se poser la question, qui je suis? Qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma carrière? Et comment je me distingue? Dans quel environnement professionnel j'ai évolué? Quel est mon métier? Qu'est-ce que j'ai pu apprendre? Voilà. Tout ça, en répondant à ces 3 questions et de façon condensée, ça devrait déjà vous permettre d'avoir quelques premières pistes pour pouvoir justement construire et structurer ce pitch.
Ensuite, je vous ai mis la règle, qui est la fameuse règle des 4 C pour moi. Votre pitch, il doit être concis, il doit être clair, vous devez être congruent, pardonnez-moi, et vous devez être concret. Je vais revenir sur cette notion de congruent. Le fait d'être congruent, c'est le fait d'être aligné entre ce qu'on pense et ce qu'on est et ce qu'on réalise. Voilà. L'idée, c'est d'être le plus naturel possible et le plus authentique possible. Certes, quand on est en entretien, on joue un rôle, on est là pour se vendre, pour se mettre le plus en avant possible. Néanmoins, il faut tâcher d'être le plus naturel possible. Et enfin, je reviens sur les éléments, sur le fait d'être concret. C'est hyper important d'illustrer vos propos, vos discours d'éléments chiffrés, que ce soit des pourcentages, des chiffres, des variations. Être concret, c'est donner des éléments factuels à votre interlocuteur. Je passe maintenant sur le CV. Alors le CV, c'est un outil, qui est indispensable, qui est incontournable et qui va vous permettre, d'une part, de mettre en avant votre expérience, vos compétences et vos qualités. L'objectif du CV, c'est pas de vous faire décrocher un job. L'objectif du CV, c'est d'attirer l'œil d'un recruteur pour lui donner envie de vous contacter. Il faut savoir qu'en moyenne, un recruteur, il passe entre 10 et 15 secondes maximum sur votre CV. Donc très clairement, il est important de le soigner un maximum. On va soigner l'esthétique, le design, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, on va l'aérer le plus possible. Alors pour cela, moi, vous verrez que j'adore les acronymes, mais l'aérer, moi, je préconise d'utiliser la technique du pas. L'objectif, c'est de faire un pas vers le recruteur. Le pas, c'est quoi? C'est d'être précis, d'aérer votre CV et d'être le plus synthétique possible. Vous pouvez, dans le cadre du design, de l'esthétique de votre CV, de sa forme, jouer la carte de l'originalité. Néanmoins, ça comporte quand même une part de risque qui n'est pas négligeable. Alors, à part quand on évolue dans les métiers du marketing, de la publicité, de la communication, j'ai plutôt tendance à se focaliser sur des CV un peu plus, que je qualifierais d'un peu plus traditionnels ou d'un peu plus conformes. Soigner l'esthétique, néanmoins, ça va nécessiter ou ça va impliquer, pardonnez-moi, que vous utilisiez, pour le rendre le plus attractif possible, des outils, des logiciels. Alors, on n'a pas besoin d'être hyper créatif. Moi-même, très clairement, je ne le suis pas. Mais aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'outils qui vous permettent de réaliser des CV plutôt bien ficelés. Word vous propose des modèles que vous pouvez utiliser, personnaliser. Vous avez un logiciel comme Canva, ou bien vous avez des sites emploi qui vous en proposent, que ce soit le site de l'APEC, que ce soit le site Cadre Emploi ou le site Hello Work, qui vous propose des modèles préétablis que vous allez personnaliser avec votre guise. Pardonnez-moi. Une chose dont on ne parle pas, mais c'est l'accroche. Encore une fois, le recruteur passe entre 10 et 15 secondes sur votre CV. Donc, il faut que rapidement, il y ait un élément de votre CV qui puisse attirer son attention. Quand je parle d'accroche, l'objectif, ce n'est pas simplement de coucher sur papier votre intitulé de poste, votre titre, votre fonction. L'objectif, c'est d'avoir ou d'élaborer une intro qui va être simple et percutante et qui va mettre en avant votre singularité ou votre spécialité. Faut raisonner verbe d'action, données chiffrées. Et pour cela, je fais un comeback et on va utiliser ce fameux pitch que vous avez élaboré pour pouvoir finalement le dupliquer dans la mesure du possible sur cette accroche. Le parcours. Pas toujours simple quand on a beaucoup d'expérience de présenter son parcours, sachant qu'il y a des débats sur un CV sur 2 pages, le CV sur 2 pages, enfin bref. Ayez en tête déjà de privilégier une présentation antichronologique, c'est-à-dire qu'on va partir de l'expérience la plus récente à la moins récente. Vous allez, dans le cadre
du détail de vos différentes expériences, tâchez de conserver la même trame pour présenter vos expériences sous la même forme. L'objectif, c'est d'être le plus cohérent possible. Alors moi, la trame que j'utilise et que je préconise aux candidats est toujours la même. D'abord, l'entreprise, et l'objectif, c'est de donner quelques éléments à votre interlocuteur, à votre lecteur. Effectivement, quand on a travaillé au sein de grands groupes, quel qu'il soit, peu importe le domaine d'activité, il n'est pas toujours utile de préciser quel est le cœur de métier ou de donner des éléments chiffrés sur l'entreprise. Néanmoins, quand on travaille au sein de PME, TPE ou ETI, ça peut être important de préciser quel est le cœur de métier, quel est l'effectif, et éventuellement, si vous avez 2-3 éléments chiffrés tels que le chiffre d'affaires, ça peut être intéressant de les mettre en avant. L'objectif, c'est que le recruteur, le lecteur de votre CV, il puisse avoir une idée du contexte dans lequel vous avez évolué. Après ce premier axe, c'est-à-dire l'entreprise, on va passer à votre poste. Votre poste, votre fonction. Donc là, l'objectif, c'est d'utiliser un intitulé de poste qui soit le plus générique possible, qui soit le plus compréhensible possible par tous. On va ensuite en venir aux missions. Donc vos missions, c'est votre quotidien. Globalement, qu'est-ce que vous faites au quotidien? À quoi ressemble une semaine, une journée type, globalement? Et on va essayer, dans le cadre du détail de ces missions, d'être le plus synthétique possible. Je préconise, moi, en général, d'utiliser des puces, entre 3 et 5 puces, pour décrire de façon très synthétique quelles sont ces missions. Et puis enfin, une fois que j'ai détaillé mes missions, l'objectif va être de mettre en exergue ce qu'on en retire. Qu'est-ce que je retire de cette expérience finalement? Quel résultat j'ai obtenu? À quel projet j'ai participé ou quel projet j'ai mené? Ou quels sont mes chiffres clés? L'objectif, c'est de pouvoir conclure un peu ce qu'on peut retenir de cette expérience. Cela peut être aussi, pourquoi pas, de mettre en avant des qualités, ces fameuses soft skills que vous avez pu développer dans le cadre de cette expérience. L'idée, le recruteur, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que le recruteur, quand il se focalise sur votre expérience, votre parcours et sur une expérience précise, il cherche à savoir dans quel contexte vous avez évolué, à quels enjeux vous avez été confrontés, quel était votre quotidien, et finalement, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Quelle empreinte vous avez laissée au sein dans la société? Une fois qu'on a finalement passé en revue et élaboré le CV je dirais le plus percutant ou le mieux marketé possible, l'objectif après va être de travailler sur votre visibilité. Et je dis après, mais in fine, je devrais dire avant. On a tous ce réflexe finalement quand on est en tout cas beaucoup de recruteurs l'ont, quand on reçoit le CV d'un candidat, c'est de voir quelle est sa présence sur les réseaux sociaux. De voir également s'il a mis son CV sur différents job boards ou autres. Donc ça va être important de vous rendre le plus visible possible. Encore une fois, le logiciel aujourd'hui, c'est de se dire, OK, je suis en recherche d'emploi. Non, je ne suis pas en recherche d'emploi. Je suis là pour apporter de la valeur à une entreprise. Donc, mettez-vous dans une logique de vente. OK, donc pour être acheté, il faut être visible, globalement. Donc, la visibilité, elle va tourner autour globalement de 3 axes. On va déjà parler des sites emploi. Je présume que tout le monde connaît des sites comme l'APEC, des sites comme Pôle emploi, Cadre emploi, Quel job, etc. Enfin, il y a un certain nombre de sites internet généralistes qui sont connus du grand public. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui en France plus d'une centaine de sites généralistes et spécialisés. Vous avez même un site qui est spécialisé, qui s'appelle Tipeee Job, sur les populations de seniors des plus de 50 ans. L'offre d'emploi, elle reste en France
malgré tout un vecteur incontournable dans votre recherche d'emploi. Il faut savoir que, je vais me risquer une statistique, mais globalement, vous avez près de 3/4, pardonnez-moi, des entreprises qui utilisent l'offre d'emploi pour recruter. Donc c'est important d'avoir une approche exhaustive lorsque vous cherchez des opportunités professionnelles, de parcourir l'intégralité des sites, qu'ils soient généralistes ou spécialisés. Une fois que vous avez repéré vos sites, je dirais, cibles, en fonction de votre cœur de métier, ça va être important de pouvoir, je dirais, au-delà de les parcourir et de parcourir les offres d'emploi qui vous correspondent, de vous créer des alertes. L'objectif, c'est d'être le plus réactif possible. J'ai une offre d'emploi qui correspond à mon profil, j'y réponds de façon quasi instantanée, parce que j'en suis alerté, mais également de déposer votre CV sur ces fameux job boards, puisque les recruteurs, qu'ils soient en entreprise ou en cabinet, utilisent énormément ces outils pour pouvoir trouver le candidat idéal. Deuxième élément, en termes de visibilité, qu'il ne faut pas négliger, c'est le marché, c'est les cabinets de recrutement. Cabinets de recrutement, sociétés d'intérim ou encore sociétés de conseil. Le marché, il est vaste sur ce domaine-là, puisque en France, pour vous donner un ordre d'idée, vous avez globalement entre 1000 et 1500 cabinets de recrutement. Alors certes, l'externalisation du recrutement n'est pas quelque chose de généralisé en France. Il faut savoir que vous avez à peu près un recrutement sur 4 qui va passer par un intermédiaire. Donc, le métier n'est pas encore démocratisé ou généralisé. Néanmoins, ces intermédiaires de recrutement vont avoir accès à un marché caché, vont vous permettre de compléter le panel d'opportunités qui sont susceptibles de vous intéresser. Et puis, ils peuvent être aussi, je dirais, force de conseil ou de proposition pour vous accompagner dans le cadre de votre recherche d'emploi. Et enfin, troisième point, mais qui aurait dû être le premier, c'est les réseaux sociaux. Quand je parle de réseau social, je fais notamment référence à LinkedIn. LinkedIn, c'est 850 millions de membres dans le monde, donc plus de 10% de la population, 25 millions en France, sachant que la population active en France, qu'elle soit en emploi ou en recherche d'emploi, c'est à peu près 30 millions de personnes. Donc c'est un outil qui est indispensable et qui est l'outil le plus plébiscité, pardonnez-moi, dans le cadre des échanges professionnels. Donc ça va être important pour vous, au-delà de se créer un profil, d'avoir un profil qui soit le plus complet possible. C'est indispensable. Je vois aujourd'hui, et je suis surpris de voir encore aujourd'hui des profils qui sont créés, mais sur lesquels il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de photo, il n'y a aucune information. Donc, pour moi, ça n'a pas d'intérêt en tant que tel. L'idée va être d'être exhaustif sur votre profil LinkedIn. Voyez votre profil LinkedIn un peu comme le complément à votre CV, finalement, sur lequel, finalement, votre terrain d'expression ou votre terrain de jeu est le plus large possible. Parce que vous pouvez très bien mettre en avant vos passions, mettre en avant vos qualités, réseauter aussi un maximum. Donc c'est important de soigner son profil et sa présence en ligne. Alors le marché caché. Vous avez certes les offres d'emploi qui restent un vecteur important pour les entreprises de façon à ce qu'elles puissent recruter. Vous avez les cabinets de recrutement également, sociétés d'intérim ou sociétés de conseil. Le management de transition aussi, qui n'est pas à négliger, notamment pour les cadres seniors. La croissance des missions en management de transition, c'est plus 30% depuis le début de l'année. Donc ça reste relativement important. Néanmoins, il y a un marché caché aussi à aller chercher. C'est la fameuse partie, je dirais, émergée de l'iceberg. Même si moins d'une candidature spontanée sur 5 ne débouche sur une embauche ou sur une prise de contact, la démarche, elle n'est pas à négliger. Elle n'est pas à négliger parce qu'il y a un volume non négligeable, alors je n'ai pas les statistiques ici, mais finalement d'embauches qui se font à travers le bouche à oreille, le réseau personnel, les prises de contact en direct sur LinkedIn. Donc c'est également un point
à ne pas négliger. Pour revenir sur le marché caché, globalement, transmettre sa candidature au service des ressources humaines d'une entreprise ne va pas avoir d'impact en tant que tel. Globalement, il y a de fortes chances que le CV, la candidature que vous avez pris le temps de préparer, éventuellement le mot d'accompagnement ou la lettre de motivation, eh ben, finalement, elle ne soit jamais considérée ou que vous soyez contacté par les ressources humaines. Donc c'est un peu dommage. Donc l'objectif va être de contourner un peu cela et d'avoir une approche un peu différente. Déjà, avant de se prêter au jeu, d'aller chercher le marché caché et de transmettre des candidatures spontanées, on va d'abord effectuer un travail de recherche assez important en amont. On va se renseigner sur l'entreprise. Alors, se renseigner sur l'entreprise, ça ne signifie pas je vais sur le site internet de l'entreprise, je regarde un peu quelle est l'actualité, les valeurs. Non, ça va au-delà de ça. Vous avez aujourd'hui un certain nombre d'outils qui sont à votre disposition, que ce soit Google, par exemple les actualités Google, que ce soit les réseaux sociaux, je pense notamment à LinkedIn, ou que ce soit un outil qui est aussi intéressant, qui est Glassdoor. Glassdoor, qui initialement était un outil qui permettait aux salariés ou aux candidats d'émettre un avis sur une entreprise. Donc avant d'envisager ces candidatures spontanées ou d'aller chercher le marché caché, définissez vos cibles, quelles entreprises je vise et globalement, quelle est leur actualité, quelle est leur histoire, qu'est-ce que je peux leur apporter. Encore une fois, on va changer de logiciel. Donc on va vraiment se mettre dans cette dynamique de prospection, de développement et d'investigation. Ce qui signifie que je ne vais pas transmettre une candidature à un service des ressources humaines. Non, on va déjà, dans un premier temps, tenter, en fonction de son métier, de se rapprocher d'un opérationnel. Ça peut être un chef de service, ça peut être un père, un directeur ou autre. Pourquoi? Parce que quand vous allez prendre contact avec cet interlocuteur, vous n'allez pas prendre le contact avec lui sous l'angle de la recherche d'emploi, mais plutôt sous l'angle, je reconnais votre expertise, voilà mon parcours, voilà mon profil, voilà ce que je sais faire, quels conseils auriez-vous à me donner dans le cadre de ma recherche? Et là, vous verrez que vous serez globalement beaucoup mieux perçu par votre interlocuteur qui sera disposé à vous accorder du temps, à vous délivrer des conseils et pourquoi pas à nouer un contact avec vous par la suite. On va donc privilégier finalement les opérationnels, d'autant plus que si le contact est bon, si le fit s'est plutôt bien passé, globalement, l'opérationnel va être un excellent vecteur de recrutement auprès des ressources humaines et peut derrière vous permettre de passer un entretien, de faire acte de candidature pour un poste en cours ou pour un poste à venir. Pardonnez-moi. L'entretien, qui est finalement la quintessence, je dirais, de la recherche d'emploi. La première étape, c'est je reviens toujours, et encore une fois, sur la maîtrise de son pitch. On va, avant d'aller en entretien, se préparer, se renseigner sur son interlocuteur, se renseigner sur l'entreprise. Autre point, certes, on est là pour se vendre, pour se mettre en avant, mais l'idée, c'est quand même d'être naturel. Il faut aussi faire preuve d'empathie et je vois encore, et ça me désole, mais je vois encore trop peu de candidats ne pas prendre de notes. Quand vous allez en entretien, prenez des notes, ayez un cahier, ayez un papier, ayez une feuille de stylo, prenez des notes. Enfin, se préparer, ça veut également vouloir dire anticiper les questions, notamment les questions pièges. Il n'y a pas vraiment de questions pièges en tant que telles, mais il y a des questions qui peuvent vous mettre dans la difficulté. Ce que le recruteur va chercher à savoir, ou son objectif n'est tout du moins pas de vous déstabiliser en tant que tel, mais plutôt que de voir
d'évaluer comment vous réagissez face à une situation encore inconfortable, face à la pression. Donc c'est important d'anticiper ces questions pièges, y compris une question assez basique telle que quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, pour s'y préparer au mieux. Avoir une réponse déjà qui va vous permettre de faire redescendre, je dirais, la pression de cette question inconfortable. Et enfin, il faut se dire, il faut définir entre guillemets ses limites. Quand je dis définir ses limites, c'est-à-dire que il faut se dire que potentiellement, on a quitté une situation, demain la situation qu'on va retrouver sera peut-être pas la même. Donc, quelles sont les concessions sur lesquelles que je suis prêt à faire? Est-ce que c'est sur la localisation? Est-ce que c'est sur la rémunération? Est-ce que c'est sur le niveau de responsabilité? Voilà, il faut avoir en tête d'ores et déjà et de délimiter quelles sont les concessions sur lesquelles que vous pouvez faire face à un interlocuteur potentiel. Ça va renvoyer à votre interlocuteur l'image d'une personne qui est plutôt ouverte d'esprit et ouverte au débat. Pardonnez-moi. Alors, en conclusion, je dirais que pas mal de choses, mais globalement, diversifiez vos sources, ne négligez aucune piste. Effectivement, on peut se dire qu'on envoie beaucoup de candidatures, qu'on envoie des candidatures spontanées, que ça ne sert à rien, qu'on n'a jamais de réponse, mais ne négligez vraiment aucune piste. Diversifiez un maximum vos pistes. Soignez aussi votre présence en ligne. C'est important, c'est le premier réflexe d'un recruteur. Le premier réflexe d'un recruteur quand il reçoit le CV d'un candidat qui l'intéresse, c'est de taper son nom et son prénom sur Google. Faites vous-même l'exercice, tapez votre nom et votre prénom sur Google et voyez ce qu'il en ressort. S'il y a des images qui ne vous mettent pas en avant, ou des photos tout du moins qui ne vous mettent pas en avant sur Internet, essayez d'aller gommer cela, parce que ça peut être finalement contre-productif dans le cadre de votre recherche d'emploi. Soyez prêts à faire des concessions. Il n'est pas toujours simple finalement de quitter une situation et retrouver une situation qui sera moins confortable par la suite. Néanmoins, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'on n'est jamais aussi mieux armé ou en position de force que quand on est en poste. Quand vous ne l'êtes pas, finalement, le recruteur va se poser des questions. Et quelles que soient les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas en poste. Donc, d'ores et déjà, dites-vous qu'il va falloir peut-être faire des concessions. Pourquoi? Parce que le temps joue en votre défaveur. Plus vous attendez, et plus votre valeur, si je puis me permettre l'expression, se déprécie. Donc, soyez d'ores et déjà, dans le cadre de votre recherche d'emploi, prêt à voir quelles sont vos limites, quels sont les points sur lesquels vous êtes prêt à faire des concessions. Montrez-vous sous votre meilleur jour, et cela, quel que soit votre interlocuteur, quelle que soit la forme de l'entretien, quelle que soit la durée de l'échange, montrez-vous toujours sous votre meilleur jour, essayez d'être le plus positif possible. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Vous pouvez recevoir un appel et ne pas être dans de bonne disposition, aller en entretien et être malade, par exemple. Ça peut arriver. Néanmoins, essayez de faire en sorte de renvoyer l'image la plus positive possible. Et si jamais vous ne l'êtes pas, à ce moment-là, ayez peut-être quelques mots pour votre interlocuteur, en lui précisant que voilà, aujourd'hui est peut-être un jour sans, vous avez été malade, vous êtes un peu contrarié ou autre. Voilà, ça va vous permettre de détendre l'atmosphère et de désacraliser, on va dire, l'instant. Et enfin, ayez conscience de votre valeur et soyez ambitieux. Le marché aujourd'hui, il est quand même plus en faveur des candidats que des entreprises. Donc, je crois qu'il faut être optimiste et je crois en l'optimisme et je pense que vous avez tout intérêt de toute façon à tenter, à oser et tout simplement à être le plus positif possible dans le cadre de votre démarche et de votre recherche d'emploi, même si effectivement, je vous l'accorde, c'est un peu les montagnes russes. Cette recherche d'emploi, c'est un véritable ascenseur émotionnel que l'on prend.